48 heures suffisent pour faire vaciller un télégramme scellé, une pression venue de Washington, et l'or placé au centre du chantage. Quand l'ultimatum aligne 5,6 milliards de dollars, il ne pèse plus seulement sur une, il force un choix sec entre obéir vite ou tenir debout plus longtemps. Et si ce compte à rebours révélait surtout comment le monde jauge Ibrahim Traoré et l'Afrique qui regarde, derrière les chiffres, une dernière marge de dignité. Ce récit ne promet pas seulement de raconter un bras de fer diplomatique, mais d'expliquer pourquoi une menace financière peut devenir un levier politique décisif. En suivant pas à pas cette séquence, le spectateur gagne une clé de lecture, comprendre comment la dette, souvent présentée comme un mécanisme neutre, se transforme en instrument de pouvoir lorsqu'elle est utilisée dans l'urgence. L'enjeu est double. D'un côté, il s'agit de mesurer ce que risque concrètement un pays enclavé lorsque les lignes de crédit, les marchés et les partenaires historiques se referment. De l'autre, il faut saisir ce qui se joue au-delà de la capacité d'un État à refuser une logique imposée sans s'effondrer immédiatement. Ce moment précis concentre plusieurs économiques, géopolitiques, symboliques. Chaque décision prise dans ces heures pèse plus lourd que des années de négociations ordinaires. Ce que le Burkina Faso affronte ici dépasse son propre cas et pose une nous allons discuter de cet élément plus jusqu'où un pays peut-il aller lorsqu'il choisit la cohérence plutôt que la facilité. La bascule ne commence pas par un discours, mais par un chiffre qui circule discret, environ 70% de l'or national, soudain placé au cœur d'un ultimatum. En 48 heures, une négociation de dette estimée à 5,6 milliards de dollars cesse d'être technique et devient un test politique à grande échelle. Ce glissement est essentiel pour comprendre la séquence. Officiellement, il s'agit d'un différend financier classique entre un État fragile et ses créanciers. Mais le calendrier resserré, la forme du télégramme scellé et l'absence de marge de discussion révèlent autre une volonté de contraindre rapidement, avant que toute alternative ne puisse émerger. Dans ce contexte, la dette n'est plus un passif comptable, elle devient une horloge. C'est là que le rôle d'Ibrahim Traoré prend une dimension particulière. Il n'apparaît pas encore publiquement, mais son nom circule déjà dans les chancelleries comme celui du décideur central. À travers lui, c'est la trajectoire récente du Burkina Faso qui est jugée nationalisation accélérée, discours de souveraineté, distance assumée avec les institutions traditionnelles. L'ultimatum vise autant une ligne politique qu'un solde financier. Le contexte régional renforce cette lecture. Le Sahel est alors traversé par une recomposition alliance sécuritaire nouvelle, défiance croissante envers les cadres hérités de l'après-guerre, montée d'un discours panafricain plus affirmé. Dans cet environnement, toute décision burkinabé est scrutée comme un signal. Céder confirmerait un retour à l'ordre ancien. Résister ouvrirait un précédent. Ce qui frappe, c'est la compression du temps. Là où des négociations de dette s'étalent habituellement sur des mois, parfois des années, tout est ici ramené à quelques heures décisives. Cette accélération n'est pas elle réduit la capacité de nous allons discuter de cet élément, mais clarifie brutalement les enjeux. Accepter, c'est préserver l'immédiat. Refuser, c'est entrer dans l'inconnu. La mini-révélation est donc simple et lourde à la derrière les chiffres. L'ultimatum révèle une tentative de reprise de contrôle politique testant jusqu'où un pays et son dirigeant peuvent aller sans plier. Les premières répercussions ne se manifestent pas dans les communiqués officiels, mais dans des lieux ordinaires où l'information circule autrement. À l'ouest du pays, dans une mine aurifère, les machines s'arrêtent quelques minutes lorsque les radios locales relaient les premiers échos de l'ultimatum. Les ouvriers écoutent, commentent à voix basse,
et comprennent que ce qui se joue dépasse largement la production du jour. La crainte existe, mais elle se mêle à une forme de fierté nouvelle, encore fragile. Un autre effet apparaît dans les universités de Ouagadougou. Des groupes d'étudiants improvisent des débats dans les cours et sur les réseaux sociaux. Les discussions portent sur la dette, l'or, la souveraineté, mais surtout sur une idée longtemps, la possibilité de choisir une trajectoire propre. L'atmosphère n'est pas celle d'une panique collective, plutôt celle d'une prise de conscience accélérée, presque déroutante. Dans ces scènes dispersées, un même fil se dessine. La décision ne reste pas confinée au cercle du pouvoir, elle se diffuse rapidement dans la société, transformant la perception du risque. Là où l'ultimatum voulait créer de la peur, il provoque une attente tendue, un moment suspendu où chacun mesure ce qui pourrait être perdu, mais aussi ce qui pourrait être gagné. Ibrahim Traoré devient alors un repère silencieux. Sans déclaration immédiate, son calme perçu contraste avec la brutalité de la pression extérieure. Autour de lui, ministres, militaires et responsables des mines se réunissent pour structurer une réponse cohérente. Cette posture méthodique renforce l'idée que la situation est prise au sérieux, mais qu'elle n'est pas subie. Ses premiers effets montrent déjà la crise ne se limite pas à un affrontement financier. Elle commence à agir sur les esprits, à modifier les attentes et à installer une tension psychologique qui prépare le terrain aux décisions plus visibles à venir. Avant l'ultimatum, le Burkina Faso avançait dans une routine fragile mais lisible. L'or sortait régulièrement du sol, majoritairement sous contrôle de concessions étrangères. Les flux financiers transitaient par des circuits hérités du passé colonial. La stabilité apparente masquait une dépendance production élevée, contrôle faible, richesse visible, capture externe. Dans ce cadre, la souveraineté restait un mot, rarement une pratique. Puis vient la bascule. En quelques heures, la logique change de nature. Les accès étrangers aux bases de données minières sont coupés sans annonce préalable. Les serveurs sont isolés, les passerelles verrouillées. Ce geste, technique en apparence, marque la première rupture concrète avec l'ordre établi. Presque simultanément, des instructions militaires sont sécurisées les routes menant aux sites aurifères, empêcher toute sortie non autorisée de matériel ou d'informations, établir des périmètres clairs. Le pays ne parle pas encore, mais il agit. À mesure que la matinée avance, l'atmosphère se densifie. Des barrages apparaissent au carrefour stratégique. Les mines deviennent des zones protégées. Les responsables locaux comprennent que la situation dépasse la simple précaution administrative. Le soir même, une autre décision frappe les certaines connexions numériques liées aux sociétés minières occidentales disparaissent brutalement. Les flux s'éteignent comme si quelqu'un avait tiré sur un disjoncteur invisible. C'est dans ce contexte que la figure d'Ibrahim Traoré entre pleinement en scène. Le lendemain, la télévision nationale interrompt ses programmes. L'écran devient noir quelques secondes, puis son image apparaît. Dossier scellé à la main. La phrase qu'il prononce est courte, mais il ne réclame pas notre or, il réclame notre peur. Cette déclaration transforme une suite de décisions techniques en actes politiques assumés. Elle fixe un cadre de lecture qui se diffuse immédiatement. Les ondes de choc ne tardent pas. Dans les rues, des slogans apparaissent sur les murs. Dans les pays voisins, les réactions s'enchaînent. Le Mali propose un soutien militaire. Le Niger évoque une assistance logistique. La Guinée ouvre son espace aérien. Ce qui semblait être un geste isolé commence à ressembler à une coordination régionale émergente. Le bouclier AES, encore informel, prend corps dans les discours et les actes. À l'extérieur, la lecture est radicalement différente. Les capitales occidentales parlent d'escalade.
Les institutions financières évoquent une crise imminente. Les marchés s'interrogent sur la capacité du pays à tenir. Mais à l'intérieur, le vocabulaire change. On ne parle plus seulement de dette, mais de décision. Plus seulement de risque, mais de choix. Cette séquence rapide et dense constitue un point de non-retour. Avant, le Burkina Faso composait avec les contraintes. Après, il accepte l'incertitude comme prix de la maîtrise. Chaque étape ajoute une couche à la fracture entre obéissance et volonté. Et derrière chaque geste, une constante, la détermination à conserver le contrôle de ce qui, jusque-là, échappait au pays, sous l'impulsion directe d'Ibrahim Traoré. La ligne de base est claire et largement documentée. Avant la rupture, le Burkina Faso produisait environ 80 tonnes d'or par an, une ressource qui représentait près de 14% du PIB national et plus de 70% des exportations. Ce volume plaçait l'or au cœur de l'économie, mais sans contrôle réel sur les flux financiers. La majorité des concessions étaient opérées par des groupes étrangers et une part substantielle de la valeur quittait le pays sous forme de commissions, de services et de rapatriement de bénéfices. Après la décision portée par Ibrahim Traoré, la trajectoire se déplace nettement. Premier, une baisse temporaire d'environ 18% des volumes produits. À première vue, ce chiffre peut être interprété comme un affaiblissement. En réalité, il signale une phase de arrêt de certaines exploitations, reprise en main des sites d'achat stratégiques, réorganisation des chaînes opérationnelles. La production ralentit, mais elle change de nature. Le second indicateur est plus révélateur. Les revenus domestiques issus de l'or doublent, passant d'environ 1,2 milliard à 2,4 milliards de dollars. Cette progression ne vient pas d'une hausse des volumes, mais de la réduction massive des ponctions externes. Les commissions, les frais de gestion et les mécanismes d'optimisation fiscale qui captaient une large part de la valeur sont en grande partie neutralisés. Moins d'or sort, mais chaque tonne rapporte davantage au budget national. Ces chiffres permettent de comprendre le cœur de la stratégie. Le Burkina Faso accepte une perte quantitative à court terme pour maximiser une rente contrôlée. C'est un renversement de produire moins, mais décider plus. Dans un contexte enclavé, cette équation est rarement tentée car elle expose immédiatement à des pressions financières et politiques. Ici, elle devient un choix assumé. Un troisième indicateur confirme le déplacement structurel. Dans le secteur bancaire, les prévisions extérieures annonçaient un choc sévère. Pourtant, la stabilité est se maintenue. Les paiements internationaux migrent rapidement vers de nouveaux vecteurs, représentant déjà environ 62% des transactions extérieures en moins de 100 jours. Ce basculement technique, discret en apparence, a une portée politique. Il réduit la dépendance aux circuits de monétaire traditionnels et élargit la marge de manœuvre de l'État. Ces données ne sont pas neutres. Elles nourrissent de deux lectures opposées. Pour certains observateurs occidentaux, la baisse des volumes et la tension sur les réserves de change signalent un risque d'asphyxie à moyen terme. Pour de nombreux analystes africains, les mêmes chiffres illustrent une reconquête progressive de la souveraineté économique. Les pourcentages deviennent alors des arguments, utilisés pour défendre des visions du monde antagoniste. Ce qui compte, cependant, n'est pas seulement la comparaison brute, c'est la dynamique. Les chiffres montrent que l'économie burkinabé ne s'effondre pas, elle se reconfigure. La transition est coûteuse, incertaine, mais mesurable. En ce sens, la donnée chiffrée devient un outil de lecture politique. Elle permet d'évaluer non seulement la production ou les revenus, mais la capacité d'un État à imposer ses priorités. À travers ces indicateurs, la décision d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme une rupture improvisée que comme une tentative structurée de déplacer le centre de gravité économique. La nous
Allons discuter de cet élément n'est plus de savoir si le pays produit assez d'or, mais s'il contrôle enfin ce que cette production signifie. La première lecture, portée majoritairement par des analystes financiers occidentaux, est cohérente et structurée. Selon eux, la stratégie engagée par le Burkina Faso comporte un risque élevé d'isolement. La baisse des réserves de change, estimée à environ 12%, est présentée comme un signal d'alerte. Elle réduirait la capacité du pays à importer des équipements essentiels, notamment dans l'énergie et les infrastructures. À cela s'ajoutent comme des chaînes d'approvisionnement ralenties, un renchérissement potentiel des coûts logistiques et une défiance accrue des investisseurs internationaux. Dans cette logique, rompre avec les cadres monétaires dominants et s'éloigner des institutions comme le FMI revient à sacrifier une stabilité imparfaite mais prévisible au profit d'un pari jugé idéologique. La seconde lecture, défendue par de nombreux économistes et chercheurs africains, repose sur une autre cohérence. Pour eux, les tensions observées ne sont pas des anomalies, mais des symptômes attendus d'une transition structurelle. Ils rappellent que plusieurs décennies de dépendance monétaire et financière n'ont pas produit d'autonomie durable. La contraction temporaire de certains indicateurs est interprétée comme le coût d'entrée d'un changement de modèle. Même la sortie d'investisseurs étrangers est analysée non comme une catastrophe, mais comme une fenêtre pour renforcer des capacités internes, n'a souvent étouffé par la concurrence asymétrique des grands groupes. Entre ces deux positions, les faits du terrain imposent une lecture plus nuancée. Oui, les flux commerciaux sont sous pression. Oui, les marges budgétaires restent contraintes. Mais l'effondrement annoncé ne se produit pas. Les investissements publics augmentent dans des secteurs ciblés. Les mécanismes de paiement alternatifs gagnent du terrain. La coordination régionale progresse. Autrement dit, la trajectoire réelle ne valide ni l'optimisme sans réserve, ni le catastrophisme annoncé. C'est ici que la posture d'Ibrahim Traoré devient centrale. Sa stratégie ne cherche pas à nier les coûts, mais à les absorber politiquement et socialement. Le pari n'est pas celui d'une croissance immédiate, mais celui d'un rééquilibrage du pouvoir de décision. Les critiques comptables s'opposent ainsi à une lecture l'une mesure des flux, l'autre mesure des rapports de force. Le Stillman révèle donc un paradoxe essentiel. Les arguments adverses sont solides sur le papier, mais partiels dans le temps. La réalité burkinabé avance sur un rythme différent, où la résilience compte autant que les ratios. Et c'est dans cet écart entre prévision et observation que se joue la suite de la séquence. À ce stade, la séquence franchit un seuil invisible mais décisif. Ce qui avait commencé comme un différend financier bascule vers un affrontement idéologique. Les déclarations publiques, les réactions régionales et la circulation des discours montrent que l'enjeu ne porte plus seulement sur des milliards ou des tonnes d'or, mais sur la légitimité d'un ordre établi. Le langage change et avec lui, la perception du conflit. Le discours d'Ibrahim Traoré agit comme un point de pivot. Sa formule, reprise et commentée bien au-delà du Burkina Faso, redéfinit le il ne s'agit plus de négocier des conditions, mais de refuser une logique de peur. Cette lecture trouve un écho immédiat dans le Sahel, où les expériences de tutelle économique et sécuritaire sont largement partagées. La crise devient un miroir dans lequel d'autres pays projettent leurs propres frustrations. Dans les capitales occidentales, l'interprétation diverge. Le conflit est décrit comme une escalade, un précédent dangereux susceptible d'encourager d'autres ruptures. Mais dans les rues de Bamako, Niamey ou Conakry, le vocabulaire est différent. On parle de réveil, de seuil franchi, de possibilités retrouvées. Les réseaux panafricains amplifient cette lecture qui est transformant un cas
national en symbole régional. Cette mutation idéologique a une conséquence, elle rend tout retour en arrière politiquement coûteux. Une concession économique pourrait désormais être perçue comme un renoncement symbolique. Le Burkina Faso ne défend plus seulement une position, il incarne une posture. À partir de là, chaque décision est scrutée non pour son efficacité immédiate, mais pour sa cohérence avec le récit en train de s'installer. La révélation centrale est donc simple, mais le conflit n'oppose plus un débiteur à ses créanciers. Il oppose deux visions du monde. Et dans ce déplacement, Ibrahim Traoré cesse d'être seulement un gestionnaire de crise pour devenir un repère idéologique observé bien au-delà des frontières de son pays. Les effets de la décision burkinabé se déploient en cercles concentriques, chacun révélant une transformation tangible, loin des abstractions diplomatiques. Le premier cercle concerne les États du Sahel. Le Mali, le Niger et la Guinée observent la posture d'Ibrahim Traoré comme un précédent opérationnel. La coordination sécuritaire s'intensifie, les échanges d'informations deviennent plus fluides et les gestes symboliques se multiplient, comme l'ouverture d'espaces aériens ou l'envoi de conseillers. Ce qui était une réaction isolée prend la forme d'un alignement stratégique minimal, suffisant pour modifier le rapport de force régional. Le second cercle touche l'économie intérieure du Burkina Faso. Les sociétés minières nationales, longtemps reléguées à des rôles secondaires, gagnent un espace inédit. Des mécanismes de transition favorisent la reprise locale de certaines opérations. Une part beaucoup plus importante de l'or extrait reste sur le territoire, ce qui permet aux flux non financiers de circuler dans l'économie domestique plutôt que de s'échapper immédiatement. Les investissements publics se redéploient vers les infrastructures et l'agriculture, secteurs jusque-là contraints par le manque de marge budgétaire. Pour les entrepreneurs locaux, la rupture crée un environnement plus risqué, mais aussi plus lisible. Le troisième cercle concerne la société civile. Dans les villes comme dans les zones rurales, les signes sont visibles. Des slogans apparaissent sur les murs, les radios communautaires multiplient les débats et les universités deviennent ou non des lieux de discussion politique intense. La figure d'Ibrahim Traoré acquiert une dimension symbolique forte, non comme un héros idéalisé, mais comme l'expression d'un refus collectif. Les frustrations sociales ne disparaissent perdent pas, mais elles se réorganisent autour d'un projet commun, ce qui réduit la dispersion des mécontentements et renforce la cohésion à court terme. Le quatrième cercle s'étend au positionnement géopolitique international. Les États-Unis parlent d'hostilité, la France évoque une rupture stratégique. Les institutions financières révisent leurs indicateurs de risque. Pourtant, dans de nombreux centres de réflexion africains, le nous allons discuter de cet élément est plus nuancé. Le fait qu'un pays enclavé puisse encaisser une pression aussi forte sans s'effondrer remet en cause certaines certitudes. Le modèle de dépendance économique, longtemps présenté comme inévitable, apparaît soudain discutable. Ces quatre cercles ne produisent pas des effets identiques ni synchrones. Certains gains sont symboliques, d'autres matériels, et plusieurs restent fragiles. Mais ensemble, ils dessinent une réalité. La décision n'a pas seulement modifié la trajectoire du Burkina Faso, elle a déplacé une ligne rouge régionale. Ce déplacement explique pourquoi la crise continue de résonner bien au-delà de ses causes initiales. En ce sens, les conséquences observées montrent que la souveraineté cesse d'être un slogan abstrait. Elle devient une pratique quotidienne, coûteuse, imparfaite, mais visible. Et c'est précisément cette visibilité qui maintient l'attention régionale et internationale autour du choix porté par Ibrahim Traoré. À moyen terme, l'évolution du Burkina Faso peut suivre plusieurs trajectoires plausibles.
aucune n'est exclusive et chacune dépend d'un équilibre instable entre soutiens régionaux, pressions extérieures et capacité interne à maintenir le cap engagé. Le premier scénario peut être qualifié de trajectoire de consolidation prudente. Dans cette hypothèse, le pays parvient à stabiliser sa croissance autour de 3,5 à 4 portée par une gestion plus directe des ressources minières et par une coopération régionale fonctionnelle, bien que limitée. Les sanctions restent ciblées, la pression financière demeure, mais sans basculer vers une asphyxie totale. L'État avance lentement en arbitrant en permanence entre résistance politique et contraintes techniques. Un second scénario repose sur une accélération stratégique. Des partenariats renforcés avec des acteurs non occidentaux ouvrent des marges d'investissement dans les infrastructures minières et énergétiques et agricoles. La modernisation progressive de ces secteurs crée un effet d'entraînement régional. Le Burkina Faso devient alors un pôle alternatif au sein du Sahel, attirant capitaux et coopération sud-sud. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré se moins mobilisatrice symboliquement, plus centrale comme garant d'un équilibre entre souveraineté affirmée et gestion opérationnelle. Le risque demeure, mais il est amorti par une dynamique collective plus large. Le troisième scénario est celui de la confrontation prolongée. Les puissances occidentales choisissent l'escalade restrictions financières plus sévères, isolement partiel des mécanismes de paiement alternatifs, pression diplomatique accrue. La production minière ralentit davantage, certains projets sont gelés et l'économie entre dans une phase de contraction. Les tensions sociales augmentent, mettant à l'épreuve la cohésion nationale construite dans l'urgence. L'État doit alors naviguer entre fermeté politique et gestion de crise permanente avec des marges de manœuvre réduites. Ces trois scénarios ne doivent qu'en ne pas être lus comme des futurs figés, mais comme des forces simultanées. Des éléments de chacun peuvent coexister, s'intensifier ou reculer selon les décisions quotidiennes prises à Ouagadougou et dans les capitales partenaires. L'enjeu central n'est donc pas de prédire lequel s'imposera, mais de comprendre les leviers qui font pencher la balance. La recommandation de lecture est observer moins les déclarations spectaculaires que les indicateurs discrets d'actus flux commerciaux, coopération régionale effective, capacité administrative à tenir dans la durée. C'est dans ces signaux faibles que se dessinera la trajectoire réelle du pays, bien au-delà des récits dominants. Au-delà des chiffres et des alignements géopolitiques, cette séquence touche directement ceux qui l'observent, même à distance. Pour un public non spécialiste, elle agit comme une fenêtre pédagogique inattendue. Elle montre comment une décision prise dans un laps de temps très court peut reconfigurer des alliances, déplacer des récits dominants et produire des effets concrets sur plusieurs niveaux à la fois. La crise burkinabé devient alors un cas lisible pour comprendre des mécanismes souvent perçus comme abstraits. Pour les étudiants et professionnels de l'économie, des relations internationales ou des sciences politiques, l'intérêt est différent. Le Burkina Faso offre un laboratoire à ciel ouvert où se croisent rupture monétaire, redéfinition des chaînes de valeur et recomposition régionale. Suivre l'évolution des indicateurs, comparer les phases de tension et analyser les discours permet de confronter les modèles théoriques à une situation réelle, mouvante, imparfaite. Le cas met en lumière les limites des grilles, de nous allons discuter de cet élément classique lorsqu'un État accepte volontairement d'augmenter son exposition au risque pour regagner du contrôle. Pour un troisième public, plus engagé citoyennement, la séquence résonne sur un plan symbolique. Elle pose une nous allons discuter de cet élément jusqu'où une société est-elle prête à aller pour défendre une cohérence collective, même au prix de sacrifices immédiats.
la figure d'Ibrahim Traoré. Qu'on l'approuve ou qu'on la critique devient ici un point de projection. Elle cristallise un débat plus large sur le leadership, la responsabilité et la relation entre décision politique et adhésion populaire. Chacun peut en tirer des enseignements simples. Observer comment les récits médiatiques façonnent la perception d'une crise. Comparer les réactions internes et externes face à une même décision. Identifier les moments où l'économie cesse d'être une fin pour devenir un moyen. Ces clés de lecture dépassent largement le cas du Burkina Faso. En ce sens, le spectateur n'est pas seulement témoin. Il est invité à affiner son regard sur les dynamiques de pouvoir qui structurent le monde contemporain, souvent loin des projecteurs, mais jamais sans conséquence. Pour que la décision initiale ne reste pas un moment symbolique, elle doit se traduire en actions structurées, lisibles et mesurables. La première étape concerne le secteur minier. Le nous, allons discuter de cet élément affiché, est une reprise complète du contrôle opérationnel, avec des échéances claires et des indicateurs publics. Chaque site repris doit être évalué non seulement sur sa production, mais sur sa capacité à irriguer l'économie locale, depuis l'emploi jusqu'aux recettes fiscales effectives. La deuxième étape touche à l'énergie et aux infrastructures. Réduire la dépendance aux importations devient une priorité stratégique. Les projets solaires et géothermiques visent à sécuriser une production minimale stable, capable d'absorber des sanctions ciblées sans paralyser l'activité. Ici, le temps compte autant que la capacité. Des solutions imparfaites mais rapides peuvent bien valoir mieux que des projets idéaux mais lointains. La troisième étape est régionale. La coordination avec le Mali, le Niger et la Guinée doit dépasser les déclarations politiques pour s'incarner dans des mécanismes partage logistique, mutualisation de certaines ressources, facilitation des échanges. Une souveraineté isolée reste vulnérable. Une souveraineté coordonnée gagne en profondeur stratégique. La quatrième étape concerne le capital humain. Formation technique, réforme judiciaire et encadrement administratif sont indispensables pour éviter que la rupture ne profite qu'à une minorité. Sans institutions capables de suivre, contrôler et corriger, la volonté politique s'épuise rapidement. C'est sur ce point que la transition se joue dans la durée. Enfin, chaque action doit être mesurée. Production énergétique, flux commerciaux, usage des nouveaux mécanismes de paiement, retombées sociales. La souveraineté ne peut rester un slogan. Elle doit devenir un pilotage continu. C'est dans cette logique que s'inscrit la posture d'Ibrahim Traoré. Transformer un acte de refus en une méthode de gouvernance, testée jour après jour. Dans le retour à un calme relatif, une image persiste, presque banale, mais chargée de sens. Celle des ouvriers de l'ouest du pays qui, au début de la crise, avaient arrêté leurs machines pour écouter la radio. Ce geste simple revient comme un motif central. Il rappelle que l'événement n'a jamais été confiné au palais, au ministère ou aux chiffres alignés dans des rapports. Il s'est inscrit dans des gestes ordinaires, des silences partagés, des attentes collectives. Au fil des semaines, ce moment initial prend une autre épaisseur. Ce n'était pas seulement une pause dans le travail, mais une suspension du temps habituel. Une seconde où chacun mesurait que quelque chose se déplaçait sans encore savoir dans quel sens. La crise a donné une forme concrète à une idée, longtemps la possibilité de choisir, même sous contrainte. Ibrahim Traoré n'a jamais revendiqué une posture héroïque. Pourtant, sa manière de tenir la ligne, sans précipitation ni emphase excessive, a trouvé un écho bien au-delà de ses intentions. Elle a offert un point d'ancrage à des attentes diffuses, parfois contradictoires, mais réelles. Ce n'est pas l'unanimité qui s'est construite, mais une cohérence minimale. Ce fil émotionnel relie les scènes dispersées, des mines aux universités,
des radios locales aux discussions régionales. Il donne à la séquence une profondeur humaine que les analyses seules ne suffisent pas à saisir. Car au-delà des stratégies, ce qui s'est joué tient en une phrase simple, murmurée, plus que proclamer la dignité, change la perception du possible. Cette histoire ne se conclut pas par une victoire nette ni par une défaite annoncée. Elle laisse plutôt une trace, une interrogation durable sur la manière dont les nations, petites ou grandes, négocient leur place dans un monde structuré par des rapports de force anciens. Le cas du Burkina Faso montre qu'un choix politique peut produire des effets bien au-delà de son cadre initial, simplement parce qu'il remet en cause ce qui était tenu pour acquis. Observer cette séquence, c'est aussi s'interroger sur ses propres repères. Jusqu'où la stabilité doit-elle primer sur l'autonomie? À quel moment la prudence devient-elle une forme de renoncement? Et comment distinguer une résistance structurée d'un isolement subi? Ces questions ne concernent pas uniquement l'Afrique ou le Sahel. Elles traversent l'ensemble des sociétés confrontées à des contraintes externes fortes. La figure d'Ibrahim Traoré cristallise ces débats, non comme une réponse définitive, mais comme un révélateur. Elle oblige à regarder autrement les mécanismes économiques, les récits médiatiques et les marges de manœuvre réelles des États. L'enjeu pour le lecteur ou le spectateur n'est pas de trancher immédiatement, mais de nourrir une réflexion informée, comparer, questionner, discuter. Car c'est souvent dans cet espace de dialogue que se dessinent les compréhensions les plus durables.